Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où aujourd'hui on va relever le défi de raconter toute l'histoire de l'évolution humaine avec juste un crâne. Parce que figurez-vous que sur le crâne de l'Homo sapiens, de l'homme humain, de l'être humain moderne, il y a toutes les cicatrices de son évolution depuis plus de 500 millions d'années. Tout est là, il suffit simplement de savoir où chercher. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite virée ostéologique et aussi un grand voyage dans le temps puisque nous allons remonter le fil de l'évolution d'Homo sapiens depuis les tout premiers poissons il y a plus de 500 millions d'années jusqu'à Homo sapiens moderne. Alors on commence par les vertébrés. Donc les vertébrés, ce qu'on appellerait l'ancêtre de tous les poissons et de tous les animaux qui ont une colonne vertébrale. Comment est-ce qu'on voit sur Homo sapiens que Homo sapiens est un vertébré? Tout simplement parce qu'il a un crâne. Le simple fait d'avoir un crâne fait de vous un vertébré. Aucun invertébré n'a de crâne, et ce crâne, il protège le cerveau. Chez Homo sapiens, il est fait en os dur, mais chez un requin, par exemple, il est fait de petites capsules cartilagineuses. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tous les vertébrés ont un crâne, et c'est une caractéristique que l'on partage avec l'ancêtre en commun de tous les vertébrés, qui a vécu entre 500 et 550 millions d'années à la louche, donc on est au Cambrien. On monte un petit peu dans l'évolution, on va se rapprocher petit à petit, on va voyager dans le temps de plus en plus vers l'époque moderne et on va se rapprocher de plus en plus d'Homo sapiens. Donc on bouge un peu dans le temps, on se rapproche de nous. Nous sommes il y a environ 450 à 500 millions d'années et voici l'ancêtre que nous partageons avec les gnatostomes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gnatostome? C'est un poisson à mâchoire, comme les requins par exemple. Donc les gnatostomes sont des poissons à mâchoire et de ce fait, ils ont tous des dents. Et oui, parce que si vous n'avez pas de mâchoire, comme une lamproie par exemple, à quoi bon avoir des dents? Donc le fait d'avoir des dents montre que vous êtes un gnatostome. Et évidemment, le fait d'avoir une mandibule. Alors là, ma mandibule ne s'articule pas avec mon crâne, car je ne me balade pas avec des têtes de mort, donc tout ça, ce sont des copies, évidemment. Ce ne sont pas des vrais gens morts que je tiens dans les mains. Donc ça, c'est pour les gnatostomes. Nous sommes des gnatostomes, mais nous ne sommes pas n'importe quel gnatostome. Nous sommes des gnatostomes ostéictiens. Alors, ça veut dire quoi tous ces gros mots? Ça veut dire que nous sommes des poissons osseux. En tout cas, nous partageons un ancêtre en commun avec tous les autres poissons osseux. Et comment est-ce que ça se voit? Tout simplement, c'est fait en os. Contrairement à un requin, nous n'avons pas un squelette qui est majoritairement fait de cartilage, nous avons un squelette qui est majoritairement fait d'os, comme le thon, le saumon par exemple. Donc tout ça, ce sont des poissons osseux et nous avons un ancêtre en commun avec eux qui date d'environ le Silurien, c'est-à-dire 420-450 millions d'années, quelque chose comme ça. Vient ensuite notre ancêtre en commun avec les poissons à nageoires charnues et notamment avec le dipneuste. Alors le dipneuste qui est aussi appelé poisson pulmoné, et pourquoi? Eh bien parce qu'il possède des poumons, exactement comme les tétrapodes, comme les amphibiens par exemple, ou bien comme nous les tétrapodes amniotes. Donc ces poumons, on les rencontre chez le dipneuste actuel, qui montre que nous avons un ancêtre en commun avec lui. Comment est-ce que ça se voit sur le crâne, ça, que nous avons un ancêtre en commun avec le dipneuste? Eh bien, il faut regarder les narines, et pas n'importe quelle narine. Voici les narines externes, qu'on retrouve chez absolument tous les vertébrés, tous les poissons. Mais voici ici les narines internes, vous voyez, à travers. Ces narines internes, elles sont typiques des animaux qui respirent à l'air libre, comme nous, et du dipneuste. Donc le dipneuste et nous-mêmes partageons un ancêtre en commun. Et cet ancêtre en commun avec le dipneuste fait de nous des sarcoptérygiens, c'est-à-dire des poissons à nageoires charnues. On continue notre voyage dans le temps, on continue de s'approcher de notre époque. On en est encore très très loin, vous voyez, on compte encore en centaines de millions d'années évidemment. Mais on arrive maintenant aux premiers amphibiens. Et donc quelles sont les caractéristiques que nous, êtres humains, partageons avec les tout premiers amphibiens qui vivaient à la fin du Dévonien, c'est-à-dire aux alentours de 360-380 millions d'années. Ce que nous partageons avec ces premiers amphibiens, alors il y a beaucoup de choses que nous partageons avec eux. Déjà, ces premiers amphibiens, ils devaient soutenir leur tête en dehors de l'eau, car ce sont les premiers vertébrés à sortir de l'eau, en tout cas au moins un peu. Donc ces premiers amphibiens, ils devaient maintenir leur tête en dehors de l'eau, et pour ça, il leur fallait un support entre la tête et la colonne vertébrale, et ce support, ce sont les condyles occipitaux. Donc les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les oiseaux
ont tous au moins un condyle occipital, les mammifères en ont même deux. Donc ce condyle occipital, c'est l'articulation avec la première vertèbre qui vous permet justement de tenir votre tête élevée du sol, loin du sol, quand vous êtes sur la terre ferme. Autre caractéristique que l'on partage avec les amphibiens, c'est le fait que nous n'avons pas autant de dents sur le palais. Les poissons ont très souvent de très grosses dents sur le palais. Les amphibiens, eux, et les êtres humains et les reptiles, etc., partagent le fait d'avoir une couronne dentaire, vous voyez, les dents marginales, on dit, une couronne dentaire qui est dominante sur les dents du palais. Et vous voyez même que les êtres humains ont complètement perdu les dents du palais. Il y a guère que les serpents qui vont redévelopper des dents du palais très très fortement prononcées. Mais généralement, les dents du palais ont tendance à être soit très petites, soit complètement absentes chez les amphibiens et les animaux plus dérivés que les amphibiens. Enfin, il y a les os nasaux. Vous n'avez pas un millier d'os sur la face, vous n'en avez que deux, qui s'appellent les os nasaux, qui sont situés à ce niveau-là, juste au-dessus des narines, d'où leur nom. La fusion de toute cette mosaïque d'os en os nasaux, c'est une caractéristique que nous partageons avec les amphibiens, et ce, depuis la fin du Dévonien, depuis plus de 360 millions d'années. On continue d'avancer dans le temps, et on arrive à l'ancêtre en commun des amniotes, dont l'être humain fait partie avec les autres mammifères, les oiseaux et les reptiles. Alors, qu'est-ce qu'on partage avec les amniotes? Certainement pas la faculté de pondre des œufs, vous en conviendrez, mais par contre, ce qui se voit très bien sur le crâne et que nous partageons avec tous les amniotes, eh bien, c'est tout simplement le fait que notre crâne est lisse. Les amphibiens ont un crâne qui est ornementé, qui est très très paterné, avec beaucoup de replis, de fissures, etc., etc. Ce sont des adaptations sensorielles qu'on retrouve chez le crocodile, mais chez les crocodiles, elles ont réévolué. Ce n'est pas un état ancestral qui a été préservé. Les amphibiens ont tous cette surface un peu paternée, et ce n'est pas le cas chez l'être humain. Donc ça, c'est un caractère que nous partageons avec tous les autres amniotes. Nous partageons aussi avec les autres amniotes le fait que nos yeux ne sont pas au sommet du crâne. Les amphibiens ont tous les yeux qui pointent au-dessus du crâne, parce que ce sont des chasseurs à l'affût, ils restent complètement immergés avec juste les yeux qui pointent en dehors de l'eau. Les êtres humains et les autres amniotes, nous avons tous des yeux qui ont migré soit sur le côté, soit en face du crâne, enfin sur la face du crâne, pardon. Bref, on a tous des yeux qui ont migré pour regarder vers l'horizon, puis pour regarder vers le haut. Donc ça se voit très bien, vous voyez ici sur l'être humain, hop, les yeux tournés vers l'horizon. Et avec les amniotes, nous rentrons dans le Carbonifère. Donc là, on est dans les alentours de 300, avant 300 millions d'années, donc entre 300 et 360 millions d'années. Les premiers amniotes sont originaires du début du Carbonifère, donc de l'ordre de 340-350 millions d'années. Les amniotes se sont immédiatement divisés en deux grandes branches, la branche des sauropsides ou reptiliens, qui va donner donc tous les reptiles connus, mais aussi les oiseaux et les dinosaures, et de l'autre côté, la branche des synapsides, qui va donner naissance à beaucoup de choses, mais les seuls survivants, ce sont les mammifères. L'être humain appartient à la branche des synapsides pour plusieurs raisons, de nombreuses raisons qui sont très très fortement imprimées dans son crâne. Cette branche des synapsides, elle a la caractéristique, notamment au niveau des dents, d'avoir une canine qui sépare la dentition en une dentition précanine, ce qu'on appelle chez nous les incisives, et une dentition postcanine, ce qu'on appelle chez nous les molaires et les prémolaires. Donc ça, on retrouve ça chez tous les synapsides, par exemple Dimétrodon, qui est un des plus connus. Dimétrodon, on l'aurait appelé un reptile si on l'avait vu devant nous, mais il partage un ancêtre en commun avec nous, avec les autres mammifères aussi, parce qu'il a ça, parce qu'il a une grosse canine qui sépare une dentition précanine d'une postcanine. Comme nous, Dimétrodon possède une fosse temporale, donc qui s'appelle la fosse synapside, qui est le passage en fait du muscle temporal qui va venir s'insérer sur la mâchoire inférieure. Donc la fosse temporale se situe ici, chez l'être humain. C'est littéralement un trou dans le crâne, c'est pour ça qu'on appelle ça une fosse. Alors chez Dimétrodon, elle est située plus par là, mais c'est parce que Dimétrodon, il a un tout petit cerveau. Nous, on a un gros cerveau qui a poussé la fosse temporale sur le côté du crâne. Donc ça, c'est par contre très typique des mammifères en général, d'avoir la fosse temporale qui est déplacée. Donc ici, vous avez l'arcade jugale, et c'est ça votre fosse temporale, c'est ça votre fosse synapside. Enfin, l'être humain, vous voyez, il a une mandibule
dans laquelle l'os dentaire forme la majeure partie de la mandibule. En réalité, chez l'être humain, l'os dentaire forme la totalité de la mandibule. Mais chez Dimétrodon aussi, par exemple, l'os dentaire, c'est-à-dire l'os qui porte les dents sur la mandibule, est très largement dominant. Donc ça, c'est aussi une caractéristique que nous partageons avec tous les autres synapsides. Déplaçons-nous maintenant vers le Permien, donc nous sommes désormais aux alentours de 250 millions d'années. On est au Permien, au Trias, à l'époque où vivaient ce qu'on appelle les cynodontes. Donc les cynodontes, c'est un grand groupe qui regroupe beaucoup d'espèces, qui a donné naissance aux mammifères pendant le Mésozoïque. Donc on a enfin passé le Paléozoïque, maintenant on franchit le Paléozoïque et on arrive au Mésozoïque. On franchit cette limite qui s'appelle la limite Permien-Trias. Et on rencontre donc nos ancêtres, les cynodontes. Alors que partage Homo sapiens avec les cynodontes? Qu'est-ce qui fait de nous finalement des cynodontes? Beaucoup de choses. Encore une fois, vous voyez que plus on se rapproche de l'époque moderne et plus il y a de caractéristiques évidentes sur le crâne aussi. C'est très intéressant, c'est fascinant. D'abord, les condyles occipitaux. Vous n'avez pas un seul condyle occipital comme un oiseau ou un crocodile, vous avez deux condyles occipitaux. Vous voyez, il y en a un là et un là. Donc ça, c'est les points d'attache, je le répète, avec la colonne vertébrale, avec les vertèbres cervicales. Et ces condyles occipitaux, vous voyez qu'ils sont dédoublés. Il n'y a pas qu'un seul condyle, il y en a deux. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez tous les mammifères, mais aussi chez les cynodontes. Autre caractéristique qu'on retrouve chez les cynodontes, c'est le palais secondaire. Alors c'est un petit peu compliqué, mais on va prendre le temps de l'expliquer. Donc ici vous avez les narines externes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les narines internes sont apparues chez les sarcoptérygiens. Mais les narines internes, à la base, elles sont situées vraiment immédiatement derrière les dents. Vous voyez, elles sont à l'intérieur de la bouche, mais juste derrière les dents. Eh bien chez les cynodontes, un palais secondaire va apparaître et ce palais secondaire va séparer la cavité de la bouche ici de la cavité nasale à l'intérieur. Et ce palais secondaire, vous voyez, c'est ce que vous voyez ici. Et les coanes, enfin les narines internes, du coup, sont situées là. Hop, vous voyez, on me voit plus. Donc ça, ce sont les narines internes. Vous voyez qu'elles ne sont pas situées immédiatement en dessous des narines externes. Elles sont séparées des narines externes par un palais secondaire. Et ça caractérise tous les cynodontes et tous les mammifères. Donc c'est quelque chose qu'on a directement hérité de nos ancêtres cynodontes. Les premiers cynodontes d'ailleurs avec un palais secondaire sont plutôt apparus aux alentours de 250 millions d'années. Et enfin, ce qu'on partage avec nos ancêtres cynodontes, c'est la mâchoire inférieure, une fois de plus. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Dimétrodon dont le dentaire dominait la mâchoire inférieure. Chez les cynodontes, la mâchoire inférieure va complètement former, le dentaire va complètement former la mâchoire inférieure. Donc désormais, les os, il y avait à peu près 7 ou 8 os dans la mâchoire d'un Dimétrodon. Le dentaire était le plus gros, mais il y avait 7 ou 8 os au total dans la mâchoire de Dimétrodon. Là, chez les mammifères et chez les cynodontes, ces os ont tous migré vers l'arrière de la mâchoire et le dentaire domine largement toute la surface de la mâchoire. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on retrouve très bien chez nous. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes des descendants des cynodontes qui vivaient il y a 250 millions d'années. On continue notre voyage dans le temps, nous sommes maintenant il y a 200 millions d'années, nous en sommes aux mammifères. Nous arrivons à l'ancêtre en commun de tous les mammifères. Alors qu'est-ce que nous partageons avec cet ancêtre en commun de tous les mammifères? Nous partageons énormément de choses parce que les mammifères d'il y a 200 millions d'années, finalement, cessent d'être les animaux dominants, leurs ancêtres. Les cynodontes étaient les animaux dominants sur la planète, mais ils cessent d'être les animaux dominants, ils sont remplacés par les dinosaures. Et de ce fait, il y a une grande révolution sensorielle qui va avoir lieu, parce que les mammifères, ils vont devenir tout petits, il y a 200 millions d'années, et ils vont se mettre à vivre la nuit. Et ça se voit très bien sur le crâne, parce que les organes sensoriels ont laissé des traces sur notre crâne. Le premier, c'est l'os pétreux. L'os pétreux, que vous voyez ici chez Homo sapiens, eh bien, ce n'est qu'un seul os. Il n'y a qu'un seul os qui contient l'oreille interne, c'est-à-dire la cochlée, l'organe de l'audition. Donc, chez les mammifères du Mésozoïque, il y a 200 millions d'années, cet organe de l'audition va grandir, va devenir important, va commencer à s'enrouler. Et sur l'os, ça va se refléter sur le fait que, au lieu d'avoir 3 ou 4 os qui vont contenir l'oreille interne, il va n'y en avoir plus qu'un. Et cet os, c'est l'os pétreux. Donc tous les os de l'oreille qui entourent la cochlée vont se mettre à fusionner au fur et à mesure que la cochlée va gagner en importance pour fournir à ces mammifères qui vivaient à l'époque dominés par les dinosaures, pour leur fournir une audition, pour compenser le fait qu'ils ne pouvaient plus rien y voir parce qu'ils étaient nocturnes.
Et la deuxième chose, ça va être le toucher. Donc les mammifères vont avoir des moustaches. Et ces moustaches vont être innervés par un nerf qui passe par ce petit trou ici, qui s'appelle le foramen infraorbitaire. Donc ce foramen infraorbitaire va donner passage au nerf trijumeau, et le nerf trijumeau va innerver les moustaches. Et vous voyez que même si on n'a plus de moustache, on n'a plus réellement de moustache sensorielle, même si vous avez le droit d'avoir des moustaches, hein, personne vous blâmera. Donc même si vous n'avez pas de moustache sensorielle comme un chat, vous avez quand même un foramen infraorbitaire avec le nerf des moustaches qui passe dedans, et ça c'est quelque chose que vous avez hérité de votre ancêtre mammifère qui vivait il y a 200 millions d'années. Les mammifères ont d'autres caractéristiques qui ne sont pas forcément liées à leur adaptation à la vie nocturne, et c'est notamment la distinction entre prémolaires et molaires. Donc les prémolaires qui sont plus petites que les molaires. Cette distinction prémolaire-molaire, elle apparaît pour la première fois chez les mammifères. C'est d'ailleurs une des caractéristiques les plus évidentes des mammifères. Il y a entre 100 et 150 millions d'années ensuite, donc durant le Jurassique, les mammifères, et au début du Crétacé, les mammifères se sont divisés en 3 branches. Les monotrèmes, qui pondent des œufs, les marsupiaux, qui ont une poche, et les placentaires, qui n'ont ni l'un ni l'autre, qui produisent directement des petits qui sont plus ou moins viables directement à la naissance. Homo sapiens est à placentaire, et ça se voit sur son crâne. Oui, ça se voit sur son crâne que cet animal ne pond pas d'œufs et n'a pas de poche, croyez-le ou non, c'est la magie de l'anatomie comparée, il n'y a rien de magique, c'est que de la science. Donc sur le crâne d'Homo sapiens, on voit que c'est à placentaire, et on n'a même pas besoin de voir s'il avait une poche ou pas, ou s'il pondait des œufs ou pas, parce que il suffit de regarder ses dents, il a 3 molaires. Les placentaires sont les mammifères qui possèdent 3 molaires. Les marsupiaux en ont 4, et les monotrèmes n'en ont plus. Homo sapiens est à placentaire, et on peut le dire, on n'a pas besoin de le voir se reproduire, on peut le dire rien qu'en regardant son crâne, il a 3 molaires, c'est une signature, c'est un caractère qui est vraiment très spécifique au placentaire. Ce n'est pas n'importe quel placentaire, notre Homo sapiens, c'est un primate. Parmi tous les mammifères placentaires, il y a les primates dont les premiers fossiles remontent à la toute fin du Crétacé, les premiers primates ont fréquenté les derniers tyrannosaures, et ces primates ont laissé leurs traces sur ces ancêtres primates qui vivaient il y a 70 à 66 millions d'années, ont laissé leurs traces sur le crâne d'Homo sapiens, notamment le nombre d'incisives. Extrêmement caractéristique des primates, il y a 2 paires d'incisives de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Voyez, 2 paires d'incisives de chaque côté, et évidemment la fameuse vision binoculaire. Les yeux font face vers l'avant et non plus sur le côté comme chez les autres animaux, ce qui donne évidemment cette vision en 3D très connue chez les primates. On a beaucoup d'autres caractéristiques du crâne, mais ce sont vraiment celles-là qui sont les plus faciles à voir sur un crâne humain. Ce n'est pas n'importe quel primate, Homo sapiens. Par exemple, ce n'est pas un lémurien, c'est un singe. Alors, les lémuriens ne sont pas des singes, tous les primates ne sont pas des singes, par contre, tous les singes sont des primates, et Homo sapiens fait partie des singes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre un lémurien et un vrai singe? Les orbites. Quand vous regardez le fond des orbites, vous voyez, il y a un petit trou tout au fond, c'est pour le nerf optique, mais par contre, le reste de l'orbite est complètement fermé. Il y a une cloison qui sépare l'orbite, vous voyez, à l'arrière de la fosse temporale. Cette cloison, ici, ce mur au fond de l'orbite, est complètement typique des animaux que nous appelons les singes. On appelle aussi ça les simiformes. Donc cette cloison est très typique des simiformes et nous indique que nous sommes face à un singe. Une autre caractéristique qu'on partage avec les singes et qui se voit très bien sur notre crâne, c'est la fusion des os frontaux. Regardez ici, vous avez les 2 os pariétaux qui sont symétriques avec une belle suture au milieu. Par contre, ici, vous avez aussi une paire d'os normalement qui s'appelle les os frontaux. Donc une paire d'os frontaux qui sont normalement reliés par une suture au milieu, en tout cas c'est ce que vous verriez si vous regardiez le crâne d'un lémurien, mais chez les singes, par contre vous n'avez pas cette suture parce que les 2 os sont fusionnés, et ça se voit aussi sur la mandibule, vous voyez les 2 ramis de la mandibule sont complètement fusionnés, on voit même pas de suture au milieu. Donc ça, c'est extrêmement typique des singes, c'est une caractéristique qui est apparue chez un ancêtre à tous les singes qui a vécu il y a environ 30 millions d'années durant l'Oligocène. Ce n'est pas n'importe quel singe, Homo sapiens, c'est un grand singe. Alors là, on parle d'un ancêtre qui est apparu, alors en fonction de la définition, si
si vous avez une définition qui est plus paléontologique ou plus biologique, vous allez avoir un ancêtre qui va être apparu entre 20 et 12-15 millions d'années. Mais vous voyez que là, on est complètement descendu en ordre de grandeur. Maintenant, on est complètement au Cénozoïque, les dinosaures ont disparu, on est vraiment dans un monde qui est désormais dominé par les mammifères et on est sur un autre ordre de grandeur au niveau des dates. Hein. On parlait en centaines de millions d'années, maintenant on parle en dizaines de millions d'années. Et donc il y a entre 20 et 15 millions d'années apparaît l'ancêtre des grands singes et évidemment ça se voit très bien sur le crâne d'Homo sapiens puisque on est quand même balèze niveau singe. C'est quand même un singe qui est très très gros, Homo sapiens. C'est comparable, le crâne est comparable en taille à celui d'un chimpanzé, il est à peine plus petit que celui d'un gorille. Et comparé à d'autres singes comme les babouins, comme les capucins par exemple, le crâne est vraiment beaucoup plus gros. Donc c'est un grand singe, par définition. Mais on partage aussi avec les grands singes d'autres caractéristiques beaucoup plus spécifiques, et notamment la disparition des fenêtres sur le palais. Tous les singes ont des trous dans le palais à ce niveau-là. Et nous, ce qui nous en reste de ce trou, c'est juste ce tout petit foramen que vous voyez à peine ici, qui s'appelle le foramen incisif. Et ça, c'est très typique des grands singes. C'est même pas d'ailleurs typique de tous les grands singes. Ça se trouve chez l'orang-outan et le chimpanzé. Mais évidemment, Homo sapiens n'est pas n'importe quel grand singe. C'est un hominini. Et comment ça se voit? Hop, il faut retourner et on trouve le foramen magnum, donc le trou d'entrée de la moelle épinière direction le cerveau. Il est situé non pas à l'arrière comme chez un animal quadrupède, mais en dessous comme un animal bipède. La bipédie est le caractère signature des hominini, c'est-à-dire de Homo sapiens et de tous les animaux qui lui sont plus apparentés à lui qu'aux chimpanzés. Donc ça, c'est vraiment le caractère le plus important chez les hominini, mais on a aussi chez les hominini la réduction de la canine, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les canines inférieures très développées qui vont passer devant les canines supérieures, comme c'est le cas chez les gorilles, les hominini, eux, ils ont des canines réduites qui vont soit s'user sur le dessus, soit carrément les canines du dessus vont venir devant les canines du dessous, donc l'opposé de ce qu'on a chez les gorilles et les chimpanzés, par exemple. Donc ça, ce sont les deux caractères les plus importants, c'est partagé, ce sont des caractères que nous partageons avec Sahelanthropus, autrement connu sous le nom de Toumaï, qui est le plus ancien hominini connu et qui vivait il y a 7,3 millions d'années. Vous voyez qu'on est encore descendu d'un ordre de grandeur, ça devient très proche de nous, là. Ça devient très très proche. Homo sapiens moderne, l'homme moderne, n'est pas n'importe quel hominini puisqu'il appartient au genre Homo, donc le genre qui contient tous les êtres humains et qui exclut par exemple les australopithèques. Alors qu'est-ce qui nous différencie des australopithèques? Ben, évidemment, ça va être cette énorme boîte crânienne. Les représentants du genre Homo ont généralement une boîte crânienne qui fait environ deux fois la taille de celle d'un australopithèque. Et évidemment, les représentants du genre Homo sont très connus pour leur palais qui est parabolique. C'est d'ailleurs généralement au niveau des dents qu'on va regarder pour identifier le genre Homo. Donc déjà, le palais est parabolique au lieu d'être carré ou rectangulaire. Et on va avoir une réduction des canines encore plus importante et une réduction des molaires aussi très importante chez les représentants du genre Homo. Les australopithèques ont d'énormes molaires alors que les représentants du genre Homo ont des beaucoup plus petites molaires. Et c'est une tendance qui va s'accroître de plus en plus au fur et à mesure qu'on se dirige vers Homo sapiens. Et enfin, Homo sapiens n'est pas n'importe quel Homo, c'est Homo sapiens. Donc on arrive maintenant à l'espèce. L'espèce Homo sapiens, apparue entre 200 à 300 000 ans selon si vous écoutez les paléoanthropologues ou les généticiens. L'espèce Homo sapiens est apparue il y a 200-300 000 ans et ses caractéristiques sont évidemment une face plate due à trois raisons principales. La première, c'est l'absence totale de museau. Même Homo heidelbergensis avait un petit museau, mais maintenant le museau est complètement plat, il n'y a plus de museau. Absence de bourrelets supraorbitaires, donc contrairement à l'homme de Néandertal, il n'y a plus ces gros bourrelets, cette casquette osseuse que vous aviez au-dessus des orbites.
Et le front est vertical au lieu d'être fuyant chez l'homme de Néandertal. Donc chez les Néandertals, vous verriez le front faire zoom par là, et toute cette partie-là serait tronquée. Donc ça, c'est effectivement un caractère qui est très typique d'Homo sapiens, dû au développement d'une part du cortex préfrontal, mais aussi de sinus qui se trouve en dessous de l'os ici. La cavité crânienne est globulaire au lieu d'être ovale comme un ballon de rugby. C'est pareil, c'est une autre caractéristique qui nous différencie de Néandertal, de Homo longi. Et la cavité crânienne aussi ne fait que 1400 à 1500 cm3, alors que chez Néandertal et Homo longi, alors Homo longi, je le rappelle, c'est peut-être Denisova, c'est un autre nom qu'on donnerait à Denisova, ils ont une cavité crânienne qui peut être beaucoup plus grosse que ça. Donc ils avaient un cerveau qui était plus gros, mais qui n'était pas organisé pareil, puisque eux, ils avaient beaucoup plus de matière à l'arrière du cerveau, alors que nous, on a plus de matière à l'avant. Mais il y en a aussi sur la mandibule, et notamment, regardez, ce petit menton mignon, ce petit menton qui rebigue vers l'avant, alors que chez Néandertal, la mandibule part uniquement vers l'arrière. Donc il n'y aurait pas ce petit rebond. La mandibule elle serait fuyante, en fait, exactement comme le front, mais vers le bas. Donc ça, c'est aussi extrêmement typique d'Homo sapiens, ce qui nous amène à l'homme moderne, c'est-à-dire nous.